Bienvenue Jean-Claude Trichet. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas, Jean-Claude Trichet. Je rappelle que vous avez été président de la Banque Centrale Européenne. On va essayer de revenir sur la conjoncture économique mondiale, sur le rôle des banques centrales, sur le fait que vous avez été l'homme qui était aux commandes de la Banque Centrale Européenne lorsqu'il y a eu cette crise financière en 2008 et son impact, sa gestion, et puis le rôle fondamental des banques centrales dans les économies développées et les économies émergentes comme celle du Maroc. Donc, tout d'abord, Jean-Claude Trichet, sur la situation aujourd'hui, j'ai envie de dire, à la fois économique et à la fois monétaire à travers le monde. Alors, sur le plan de l'économie internationale, on vit une période de ralentissement qui est indéniable, que je ne dramatiserai pas pour autant, parce qu'on compare évidemment les prévisions actuelles pour, par exemple, la croissance de cette année à celle que l'on faisait en effet il y a 6 mois, il y a un an. Donc la croissance est prévue pour être moindre, oui, mais elle reste évidemment assez substantielle au niveau de l'économie mondiale. Actuellement, on prévoit peut-être 3,2% de croissance réelle pour l'économie mondiale. Donc il y a toujours de la croissance. Mais il y a beaucoup de risques. Et la caractéristique principale de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est l'ampleur des risques et la probabilité de la matérialisation de ces risques qui sont de nature diverse. Il y a des risques géopolitiques, il y a des risques de type financier, il y a des risques économiques et financiers, l'économie étant touchée par une possible crise financière. Et il y a un certain nombre d'autres risques, comme par exemple l'engagement dans une guerre cybernétique. Enfin, tout est possible. Mais au total, si ces risques se matérialisent, alors en effet, on aurait un ralentissement considérable de l'économie internationale. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre la situation d'aujourd'hui, en 2019, et celle qui prévalait en 2007-2008, lorsqu'il y a eu cette crise financière internationale que personne n'avait réellement prédit? Oui, il y a beaucoup de différences, ne serait-ce que parce qu'une bonne partie quand même des leçons de la crise que nous avons connue en 2007-2008 ont été assimilées par l'économie, par la communauté internationale, et donc beaucoup de renforcement des règles de prudence, comme on dit, des institutions financières, de la sphère financière en général, ont été décidées par la communauté internationale, le G20 en particulier. Et appliqué par les États? Et les États appliquent, mais bien entendu, on peut dire qu'on est au milieu du gué, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Et en particulier, dans le domaine des banques, par exemple, dans chaque pays, un renforcement assez considérable des règles prudentielles a été opéré, mais les non-banques, les institutions financières qui ne sont pas sous la régulation bancaire n'ont pas été traitées avec la même rigueur et le même soin. Donc, je dirais, là aussi pour résumer, nous avons à l'évidence fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Par ailleurs, et ça c'est un point auquel je suis assez sensible, l'endettement international a continué d'augmenter, oui, à la fois dans sa composante privée et dans sa composante publique. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes toujours dans une situation qui est assez vulnérable. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du fait que la croissance économique mondiale est relativement plombée? Est-ce que c'est dû et c'est la conséquence de l'endettement croissant des États, c'est-à-dire de la dette publique et de la dette privée? Je crois que, comme toujours, si vous voulez, quand vous observez un phénomène de ce genre, il est multifactoriel, comme on dit. Il y a beaucoup de causes. La cause principale du ralentissement actuel est quand même, en dernière analyse, me semble-t-il, la querelle sur le commerce international, la diminution assez importante de volume du commerce international lié en particulier, pas exclusivement, mais en particulier au conflit entre les États-Unis et la Chine, et au niveau d'incertitude que cela entraîne chez les décideurs en général, au niveau mondial, chez les investisseurs, dans toutes les entreprises. Donc on observe en ce moment un ralentissement du commerce international que l'on s'explique très bien par ces menaces protectionnistes qui viennent, disons, à la fois des pays avancés et l'ensemble des pays qui participent à l'économie internationale. Et puis on a donc en sus, si je dirais, cette crainte, cette incertitude qui fait que ceux qui réellement décident des investissements, dans les entreprises en particulier, sont beaucoup plus prudents parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait.
Donc, compris les marchés financiers aussi. Sur le plan de l'économie réelle, ce sont les causes du ralentissement de l'économie réelle. Sur les marchés financiers, pour le moment, comme vous le voyez bien, il y a au contraire beaucoup de confiance et beaucoup de masse monétaire disponible. Les taux d'intérêt sont bas et on peut dire qu'il n'y a pour le moment, comme je le disais, on a eu une continuité d'activité très importante dans le domaine financier qui néanmoins elle-même peut inquiéter. Mais pour le moment, encore une fois, l'inquiétude est dans l'économie réelle, diminution du commerce international, diminution des investissements. Et croissance des États et de la dette publique, parce que vous étiez, donc je le rappelle, président de la Banque Centrale Européenne, c'est Mario Draghi qui vous a succédé, il y a Christine Lagarde, je pense qu'il va prendre ses responsabilités d'ici la fin de l'année, sur le fait de quantitative easing, d'introduire comme ça, de racheter de la dette. C'est quelque chose qui a été fait depuis 2014, intensément, mais pour autant, ça n'a pas permis de relancer l'économie, en tout cas au niveau de la zone euro. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. D'abord, tous les pays avancés se sont engagés dans des mesures de politique monétaire extrêmement audacieuses. Il y a eu les taux d'intérêt très bas, éventuellement négatifs. Il y a eu le quantitative easing, comme vous dites, qui consiste à acheter sur les marchés secondaires des dettes. Et ceci a été observé au Japon, en Angleterre, aux États-Unis et en Europe. Vous voyez, c'est un phénomène qui frappe l'ensemble des pays avancés. Donc, dire que ça n'a servi à rien ne serait pas vrai, naturellement, parce que pour savoir exactement l'impact qu'ont eu des décisions de ce genre, il faudrait savoir ce qui se serait passé si aucune décision de ce genre n'avait été prise. Et la plupart des études économiques disent alors on aurait eu une situation bien plus grave encore. Donc ça a permis d'amortir, en fait. Je suis du sentiment qu'effectivement les banques centrales n'ont pas pris des décisions aberrantes, qu'elles ont fait face à des problèmes nouveaux dans tous les pays avancés, inquiétants, qui d'ailleurs dénotent un problème considérable dans le fonctionnement même des économies et des pays avancés. Et les banques centrales ont fait face à leurs responsabilités. Mon message aujourd'hui serait de dire il n'y a pas que les banques centrales. Il y a aussi les gouvernements, en effet, les parlements, la politique budgétaire. Il y a également, bien entendu, les politiques de réforme structurelle qui peuvent élever le niveau potentiel de la croissance dans les pays avancés. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas un seul pays avancé qui n'ait beaucoup de choses à faire en matière de réforme structurelle. Et puis on a un phénomène qui est nouveau, qui est que même dans les pays avec un plein emploi, d'habitude, on demande des augmentations de salaire supplémentaires. Oui, on voit que ça stagne. Et là, faible croissance il y a très faible croissance des traitements et salaires. À mon avis, là aussi c'est très complexe, il y a beaucoup de causes, mais l'une des causes est l'intensification de la concurrence internationale, qui est liée elle-même à la globalisation, comme on dit, mais la pression sur les salaires et à la montée en puissance des pays émergents, qui crée une pression sur les salaires des pays avancés, même dans les pays où il y a une très importante, où l'emploi est très important, où il n'y a pas de chômage. On le voit au Japon, on le voit en Allemagne, on le voit aux États-Unis. Et donc, on a d'autres phénomènes qui jouent le même rôle, si vous voulez, de pression sur les travailleurs, les employés, les ouvriers, les ingénieurs, qui est que la digitalisation, la transformation formidable de la technologie fait qu'il y a beaucoup de choses à changer aussi dans les processus de production. Donc tout ceci crée, vu de nos concitoyens qui sont dans les entreprises, une angoisse qui fait qu'ils préfèrent préserver leur emploi plutôt que de demander des rémunérations supplémentaires. Donc des augmentations claires. Et ça, c'est un vrai problème pour toutes nos économies, parce que ça conduit à une inflation extrêmement basse, et ça conduit donc à des banques centrales qui, pour éviter la matérialisation du risque de déflation, ont des politiques monétaires très accommodantes. Lorsqu'on est à 1 point de croissance, c'est le cas de la zone euro d'ailleurs, nous au Maroc on est sur du 1,5, est-ce que effectivement c'est une situation qui permettrait une relance économique ou pas? Est-ce que c'est une condition? Est-ce qu'à 1 point de croissance on peut relancer l'économie? Ou on peut considérer que l'économie effectivement est sur les rails du redémarrage? Vous posez implicitement la question, quelle est la croissance potentielle des diverses économies? Quelle est la croissance potentielle de l'Europe, de la zone euro? Quelle est la croissance potentielle du Maroc, etc. Je dirais
Clairement, en effet, il y a consensus pour penser que la croissance potentielle des grandes économies avancées a assez considérablement diminué. On l'estimait à un niveau très supérieur auparavant. Maintenant, on dirait vraisemblablement qu'elle est de l'ordre de, alors en Europe peut-être de 1,4%, aux États-Unis de 1,7, 1,8%. Mais comme vous voyez, des chiffres qui sont substantiellement inférieurs à ceux qu'on avait auparavant. Au Maroc, je ne me prononce pas, vous êtes un bien meilleur spécialiste autour de l'économie. 1,5, 1,6, 1,7. Je pense que potentiellement la croissance du Maroc pourrait être de l'ordre de 2%, mais c'est à vérifier. En tout cas, la croissance potentielle, ce n'est pas la croissance qu'on observe réellement aujourd'hui, parce que la croissance du Maroc, comme celle de l'Europe, dépend évidemment énormément du commerce international, de l'état de l'économie internationale. Et donc il y a des éléments domestiques, il y a des éléments nationaux, et puis bien entendu l'environnement international. Mais je parlais par rapport à l'inflation, parce que nous on était à 1,5 point d'inflation, je crois que la zone euro là, c'est 1 point d'inflation. Lorsque vous étiez aux responsabilités, je crois savoir qu'il y avait un accord qui avait été pris par les États membres de l'Union Européenne pour être autour de 2 points de croissance, 2 points d'inflation, pour permettre un petit peu aussi de refaire, repartir la machine avec une entente aussi sur la fixation des prix pour la consommation. Aujourd'hui, on est largement en deçà. De mon temps, on avait une inflation qui n'était pas du tout très basse. Et quand je suis parti de mon poste en 2011, fin 2011, l'inflation moyenne dans la zone euro, depuis le début, était de l'ordre de 1,9%. J'étais moi-même à Berlin très fier de dire nous avons eu depuis le début de l'euro une inflation annuelle de 1,97%. Comme vous voyez, c'était moins de 2, mais proche de 2, qui était la définition que la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas les gouvernements qui avaient fixé la définition de la stabilité des prix, c'était le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Donc, au total, on est dans une période différente depuis les années 93-94, où là alors, en effet, on a commencé d'observer, dans la plupart des pays avancés, cette inflation très faible liée à des phénomènes que j'ai déjà mentionnés. Donc aujourd'hui, on a une inflation, et surtout des anticipations d'inflation, qui, dans la zone euro, sont en dessous de la définition de la stabilité des prix, c'est-à-dire moins de 2 mais proche de 2, ce qui voudrait dire, si vous voulez, un ancrage des anticipations d'inflation à 1,7%, 1,9%, quelque chose comme ça. Au total, la dernière lecture qui a été faite pour les anticipations d'inflation par les spécialistes que la Banque centrale interroge donnait quelque chose comme 1,6% à échéance de quelque chose comme 2 ans, ce qui n'est pas très élevé, surtout qu'on part en effet en plus d'un niveau qui aujourd'hui, au moment où nous parlons, est assez bas. Ceci dit, au total, il me semble que la Banque centrale européenne fait à peu près, on peut toujours critiquer telle ou telle décision, mais à peu près ce qui est nécessaire dans les circonstances présentes pour réancrer les anticipations d'inflation à un niveau convenable. Est-ce que le relance économique passe nécessairement par une relance monétaire en termes de stratégie et de vision aujourd'hui? Par exemple, nous au Maroc, aujourd'hui, on a la Banque centrale qui essaie d'avoir une monnaie à un taux de 2,25 qui est mis à disposition des banques pour relancer un petit peu l'économie par la consommation, donc par la demande. Ça a du mal à prendre. On a une inflation très basse, donc il y a tout un débat aussi sur laisser filer l'inflation pour relancer un petit peu l'économie, tout en veillant bien sûr à ce qu'il n'y ait pas un renchérissement des prix. Quelque chose je ne recommanderais jamais de laisser filer l'inflation, pas plus que je ne recommanderais d'avoir une inflation trop faible qui pourrait conduire à la matérialisation du risque de déflation. Donc ce que font les banques centrales, c'est d'introduire de la stabilité. Il y a des périodes où il faut lutter contre l'inflation, il y a des périodes où il faut se garder contre le risque de déflation. Je suis convaincu que la Banque centrale du Maroc fait ce qu'il faut faire dans des circonstances qui sont toujours complexes. Mais encore une fois, la responsabilité centrale de la banque, c'est d'être un pilier de stabilité, une ancre de stabilité dans des périodes qui sont très agitées, qui peuvent être bouleversées à tout moment, qui l'ont été dans un passé récent. Et donc,
encore une fois, la responsabilité principale vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, me semble-t-il, aussi, dans tous les pays, quels qu'ils soient, c'est d'assurer la stabilité dans un monde turbulent. Stabilité, est-ce que justement, la convergence monétaire, convergence budgétaire, très souvent, l'alignement, la convergence a du mal à se faire. La convergence avec quoi ? Monétaire, en termes de politique, et la convergence budgétaire en termes de politique aussi. Est-ce qu'il est nécessaire aussi pour retrouver le chemin de la croissance économique, il est nécessaire d'assurer cette convergence, d'avoir une monnaie au service du développement économique ou de la relance économique? Le but ultime, évidemment, pour tous les responsables, il y a la Banque centrale d'un côté, il y a le gouvernement, le Parlement, et aussi l'économie réelle, les partenaires sociaux, le secteur privé, tous contribuent et ils ont des responsabilités, tous, pas simplement la Banque centrale et pas simplement le budget. On a tendance à trop concentrer exclusivement sur la Banque centrale et sur le budget, dans tous les pays, pas simplement évidemment dans la zone euro ou au Maroc. Donc ce que je recommanderais personnellement, encore une fois, c'est que la Banque centrale, encore une fois, elle doit donner un horizon de stabilité qui est crédible, sur lequel l'ensemble des agents économiques puissent compter. Quand ils prennent des décisions d'investissement, quand ils font des transactions, ils doivent pouvoir se dire la monnaie va conserver sa valeur, on peut faire confiance à la Banque centrale, on ne doit pas s'assurer contre le risque dramatique de déflation ou contre le risque d'une inflation excessive. Donc voilà le paysage que je camperais. À partir de là, la responsabilité principale, je dirais, de la branche exécutive du gouvernement, ce sont les réformes. Parce que selon le niveau de réforme que l'on mène, on peut avoir une croissance potentielle de 1, 1,5, 2 ou 2,5. Ça dépend beaucoup de la manière dont l'économie va s'adapter, va pouvoir s'adapter aussi rapidement que possible avec la compétitivité. À un monde qui change terriblement du fait de la technologie et aussi, bien entendu, du fait des chaînes de valeur internationales. Et le Maroc est très activement participant de ces chaînes de valeur internationales. Avec un enrichissement des coûts, parce que nous, on importe beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz aussi, donc il y a une facture énergétique extrêmement élevée, donc ce qui fait qu'on a des dépenses incompressibles, donc qui pèsent aussi sur les différents comptes publics, donc ça, c'est extrêmement important. Mais pour un pays comme le Maroc, économie émergente, qui s'apprête aujourd'hui une fois de plus à ressolliciter les marchés internationaux pour lever de la dette, en tout cas de l'emprunt, on parle d'un taux entre 3,5, 3,7, 3,8, alors que les pays développés, les économies développées, empruntent à des taux négatifs. Est-ce que c'est logique, Jean-Claude Trichet? Dans quelle monnaie vos 3,8? On est sur du dollar, de l'euro. On a fait de l'euro. Ce ne sont pas les mêmes taux d'intérêt. Pas du tout les mêmes taux d'intérêt en ce moment. A priori, alors, on partirait sur du ce que vous avez, c'est en effet une comment dirais-je, classement des différentes signatures, publiques et privées d'ailleurs, en fonction de la confiance qu'on peut leur accorder. Je considère que le Maroc a fait des progrès absolument formidables en termes de confiance, et donc la prime de risque qui est incorporée dans les emprunts me semble être très inférieure à ce qu'elle pouvait avoir été dans le passé. Mais il y a toujours, en effet, au niveau des marchés, une prime de risque, et une signature, c'est pas parce qu'on emprunte en euros, si vous voulez, pour prendre l'exemple de la zone euro, que une signature quelconque a des taux d'intérêt extraordinairement bas ou zéro ou négatifs. Pas du tout. Toutes les économies développées aujourd'hui empruntent à des taux négatifs. L'Espagne, notre voisin, à moins 0,20, la France aussi. Pas toutes les économies développées. Pas toutes les économies développées. En tout cas, au niveau de la zone euro, la France emprunte à des taux négatifs. À long terme, légèrement. L'Italie n'emprunte pas pour le moment, mais ça peut changer bien sûr, à des taux négatifs à 10 ans par exemple. Là c'est pour une situation politique peut-être qui est... Non, mais c'est parce qu'il y a effectivement un classement des primes de risque. Donc c'est normal, c'est comme ça que fonctionne l'ensemble du système. Les taux d'intérêt de toute manière sont en effet, dans les grandes monnaies que vous avez évoquées, assez bas, même très bas, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir des taux négatifs et des taux extrêmement bas? Certains économistes pensent que c'est ça le facteur risque d'une nouvelle crise
financière internationale à l'horizon 2020? C'est le fait d'avoir beaucoup de monnaie, beaucoup de masse monétaire à des taux négatifs pour les États. Je crois que quand vous parlez des taux négatifs, beaucoup d'observateurs peuvent se dire que c'est une invention des banques centrales, que ce sont les banques centrales qui sont responsables. Alors, je prends un exemple qui n'est pas tiré ni du Japon, ni de la zone euro, la Suisse. La Suisse a des taux extrêmement négatifs. Personne ne peut penser que la Banque centrale suisse a perdu la raison et qu'elle s'est mise à avoir des taux extraordinairement négatifs, alors que, historiquement, la Banque centrale suisse est le sanctuaire de la sagesse monétaire, reconnu comme étant le sanctuaire de la sagesse monétaire dans le monde. Donc vous voyez bien que c'est parce qu'il y a des facteurs objectifs qui conduisent les banques centrales dans un certain nombre de pays à prendre leurs responsabilités et donc à avoir des politiques monétaires, qu'il s'agisse des taux d'intérêt ou qu'il s'agisse du quantitative easing, comme on dit, extraordinairement accommodantes. Mais c'est parce que la situation est très anormale. Et donc elles prennent des décisions dans une situation qui est très anormale. Jean-Claude Trichet, vous qui avez pris, si je peux me permettre, de face cette crise financière en 2008-2009, que vous avez dû gérer en tant que président de la Banque Centrale Européenne, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent et qui donnent du crédit à l'idée d'une nouvelle crise financière à l'horizon 2020? Je crois qu'il faut être très vigilant en permanence. La crise, c'est vrai, de 2007-2008 est apparue, enfin n'avait pas été prévue, disons, par la quasi-totalité des économistes et des responsables. Elle s'est avérée vraiment dramatique. C'est une crise des pays avancés, d'ailleurs, il faut le dire. C'est pas une crise mondiale qui a touché d'emblée tous les pays. C'est une crise qui a touché les pays avancés. Et quand je regarde aujourd'hui le niveau de vulnérabilité des uns et des autres, je dirais il faut faire très attention en effet, il faut qu'on soit très vigilant parce qu'il y a des éléments qui pourraient conduire au déclenchement de nouvelles crises. Donc il faut essayer de prévenir en étant extrêmement attentif et bien entendu se mettre dans la situation de la gérer au mieux si jamais elle se déclenche. Mais j'espère qu'on l'évitera. Mais elle est intimement liée à l'endettement croissant des États et des dettes privées, de l'endettement privé dans les différents pays les plus développés. Elle est liée à une foule de phénomènes, une multiplicité de phénomènes qui sont de diverses natures. Vous avez dans certains segments de l'économie financière internationale, en effet, des poches de surendettement qui sont flagrantes. Vous avez aussi des poches de spéculation qui sont flagrantes. Vous avez des pays émergents qui se sont endettés beaucoup plus depuis la crise qu'ils n'en avaient l'habitude avant. Beaucoup plus et beaucoup plus vite. Plus et plus vite. Et des pays développés qui, eux, avancés comme on dit aujourd'hui, qui, eux, ont emprunté moins, se sont moins endettés. Donc vous avez eu un rééquilibrage, si je puis dire, des endettements entre pays avancés et pays émergents. Ce rééquilibrage, en gros, pour simplifier, avant c'était 90% d'endettement supplémentaire par les pays avancés, 10% par les pays émergents. Depuis la crise, c'est 50-50. Donc ça veut dire que la structure de l'endettement mondial change progressivement de manière importante depuis la crise. Mais en tout état de cause, le message c'est très grande vigilance. Extrême vigilance. Oui. Juste un dernier mot sur le continent africain. On est au Maroc, donc on est en Afrique qui a plusieurs défis à relever. Le développement économique, doter le continent, entourer l'ensemble des pays d'infrastructures justement pour asseoir ce développement. Vous, Jean-Claude Trichet, vous en pensez quoi par rapport à tous ces défis démographiques? Je crois que l'Afrique est en train de changer de rythme de croissance. Pour la première fois, enfin au cours de ces dernières années, disons, on a vu une croissance par tête de l'économie africaine en général, qui évidemment est réconfortante parce qu'auparavant, on n'avait pas de croissance par tête. On avait une croissance misérable et compte tenu de la démographie, pas de croissance par tête. Alors, ce qui compte quand même en dernière analyse, c'est évidemment la croissance par tête. Donc de ce point de vue-là, l'Afrique est en train de démontrer qu'elle a du ressort. Et j'espère, et je suis convaincu, que c'est un phénomène qui va s'auto-entretenir. Mais bien entendu, encore faut-il que chaque pays soit bien géré
et que les réformes structurelles dont j'ai déjà parlé soient faites, parce que le potentiel est gigantesque en Afrique, absolument gigantesque. On voit aussi ce nouveau palier de croissance qu'a franchi la plupart des pays du continent africain, c'est essentiellement de l'investissement, mais par de l'endettement. Est-ce que vous, Jean-Claude Trichet, vous considérez que c'est un mal nécessaire ou pas? Encore une fois, quand on est dans une phase de développement initial, il est normal de ne pas avoir nécessairement assez d'épargne nationale pour financer tout l'investissement qui est nécessaire pour préparer l'avenir. Mais là aussi, c'est une question de dosage. Il faut ne pas mettre en cause la crédibilité que le pays lui-même a. Donc, il faut emprunter raisonnablement et avec toujours dans l'idée, est-ce que je dégrade la confiance que l'on peut accorder à la signature du pays lui-même? Parce que, voyez-vous, la confiance, c'est quelque chose, c'est un tout, c'est un bloc. C'est la confiance des concitoyens eux-mêmes dans leur État, c'est la confiance des agents économiques locaux dans leur État, mais c'est aussi la confiance de l'étranger dans le pays. Et donc, maintenir, préserver, renforcer la confiance, ça me paraît essentiel. Le défi de mettre en place une monnaie unique sur le continent africain comme objectif à terme, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui sera aussi nécessaire pour C'est nécessairement progressif. Sur l'échiquier mondial? C'est nécessairement progressif. Nécessairement progressif. Il y a des projets importants qui sont en cours. Ce qui est vrai, c'est que pour tirer tous les bénéfices d'une économie émergente, le fait d'avoir un grand marché unique avec une monnaie unique, comme c'est le cas bien entendu en Chine, en Inde et dans des très grands pays émergents, en Indonésie, c'est un avantage. Encore faut-il que ce soit bien fait, bien préparé et mené avec énormément de soin, parce que c'est pas une affaire si facile, bien entendu. Et sur le fait que on annonce aussi cette monnaie Libra, une monnaie numérique, vous en pensez quoi, vous, Jean-Claude Trichet, en tant que patron de la BCE? Vous savez, Aristote, oui, le grand philosophe, oui, disait la monnaie, elle a trois caractéristiques: unité de compte, instrument de paiement et conservation de la valeur. Ni le Bitcoin n'est pas, bien entendu, autre chose, il l'a prouvé, qu'un système de spéculatif où on monte et on descend, et je ne crois pas du tout qu'il soit promu à un grand avenir autre que spéculatif. Libra, on a vu que des décisions récentes viennent de montrer que c'était beaucoup plus compliqué que certains ne le croyaient. En tout état de cause, on a besoin, pour que la monnaie soit une vraie monnaie au sens d'Aristote, il y a un consensus pour dire qu'Aristote avait en effet raison, il faut que nous soyons très attentifs à ce que des institutions crédibles et sérieuses garantissent que les trois caractéristiques que j'ai dit sont bien remplies, y compris la préservation de la valeur. Jean-Claude Trichet, j'ai découvert aussi en préparant votre venue que vous aviez un lien particulier avec le Maroc. C'est un lien affectif. J'ai découvert, oui. Un lien affectif. J'ai découvert la Médina de Fès il y a longtemps. J'ai été ébloui. Je ne m'attendais pas à voir. Vous savez, c'est unique dans le monde. Unique dans le monde. Vous n'avez pas un autre endroit où vous voyez une sorte de préservation fabuleuse d'un ensemble d'artisans, des shops qui sont incroyablement à la fois anciens, parce qu'ils ont préservé exactement ce qu'était l'ancienne Médina, et en même temps ultra-moderne, parce que vous pouvez payer en carte de crédit partout. Et puis j'ai découvert Marrakech, et puis j'ai découvert Rabat, et puis bref, je me sens bien au Maroc, ce qui ne doit pas vous étonner, bien sûr. Non, mais tout à fait, mais j'ai découvert que vous aviez effectivement un lien, j'allais dire, fraternel avec le Maroc. J'ai dit, je vais poser cette question à Jean-Claude Trichet aussi. Parce qu'il n'y a pas que les risques de la crise financière en 2020. Bien sûr. Revenons aussi les pieds sur terre. Et puis, c'est vrai. Ce rapport et cette relation qu'on peut avoir aussi avec les pays, avec les États et avec leur histoire. Ouais, mais vous avez raison. Les liens affectifs sont aussi extrêmement importants. Merci en tout cas à vous, Jean-Claude Trichet. Je rappelle que vous avez été président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, que vous avez géré cette crise financière 2008, et puis on verra ce que l'avenir nous prédit, crise ou pas financière à l'horizon 2020. Merci en tout cas à vous, merci pour votre analyse, merci pour votre valeur ajoutée dans ce débat, et merci d'avoir accepté le débat. C'était un plaisir d'avoir ce débat avec vous. Belle journée. Au revoir.